Oxford on this computer. Bonjour, bienvenue à une séance de discussion entre agriculteurs sélectionneurs sur le cas des alliums. On va parler avec Jean-François Lévesque de la sélection d'une population issue de Michael Havey de la USDA, qui est un sélectionneur retraité qui a, et on va voir plus de détails dans la présentation de Jean-François. Puis après ça, on va avoir un échange avec Michael et Jean-François et d'autres personnes qui sont intéressées à poser leurs questions. Puis après ça, Richard va présenter son itinéraire sur la production de semences d'échalotes Valovent. So, to be very brief, this is a bilingual session. We have our guest, Michael Havey, who's an onion breeder, a retired onion breeder from the USDA and University of Wisconsin-Madison. And the plan for today is for Jean-François to give an update on the population that was received from Michael, to have a sort of Q&A with Michael and other participants. And after that, Michael, you're free to go or to stay for Richard's presentation on shallot seed production. Jean-François, is there any questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la programmation de ce matin? On va essayer. Vas-y, Richard. Nous sommes les 4 participants seulement ou il y a d'autres personnes? Bonjour. On a Isaac Veilleux et Marie-Claude Como qui se sont aussi joints, mais qui n'ont pas activé leur caméra. OK. On va essayer de se donner 35 minutes pour les oignons, puis 30 minutes pour les échalotes. On essaye de garder ça, de garder un bon timing. Jean-François, je peux changer les diapos pour toi. N'hésite pas à faire des pauses et comme ça, je peux faire la traduction des moments clés en anglais. Parfait, Hugo. Écoute, en fait, je vais juste commencer par un gros merci à Hugo puis toute l'organisation, également Michael, qui nous permet en fait d'approfondir notre démarche, nos connaissances aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant. On apprécie beaucoup cette initiative-là, vraiment. Alors, nous, on en est à notre 2e année d'essai d'oignons, de semences d'oignons de variété, en fait, qui nous a été fournie par Michael. On peut passer à la diapo suivante. Avais-tu un truc à rajouter là? Donc, la première année, oui, on s'excuse, j'ai dit 2e, mais dans ma tête, on est déjà rendu à la 2e, mais ça a été une première année, en fait, d'essai. Un petit rappel pour vous éclairer, en fait, sur notre situation actuelle. Nous, on est en zone 3B, donc une saison de culture plutôt courte, des gels tardifs, hâtifs rapprochés et également, une fluctuation de température, en fait, comme on connaît un peu partout. On produit sur 3 hectares. On est déjà en production de semences d'oignons depuis 8 ans avec des variétés Rosa di Milano et Yellow of Parma. Donc, ça fait un petit peu une... So, very briefly, Ecumen is a 130 hectare farm with 3 hectares for seed production. They've been growing onion seeds for 8 years, Michael. And Jean-François was just expressing his thanks for receiving your population and for a program to connect with you and visiting his field, etc. Jean-François. On passe à la suivante, Hugo. Donc, jusqu'à maintenant, les objectifs de production de semences pour nous se sont orientés principalement vers la conservation, essentiellement pour sélectionner des variétés qui nous permettent de, vu que la production de semences se fait sur 2 ans, une bisannuelle, donc pour nous, c'était notre principal objectif. Et également de trouver des oignons qui ont un intérêt pour les jardiniers. Donc, nous, on commercialise principalement là, des gens qui font des potagers, un peu de maraîcher. Donc, on ne parle pas de production commerciale ou industrielle. La mise en marché vise à soutenir, maintenir principalement des variétés patrimoniales, des variétés rares dans certains cas et intéressantes là, pour le marché des jardiniers. Et
également un intérêt culinaire aussi. Donc, il faut que nos oignons soient appétissants et productifs. So the main traits that Jean-François, or the main goals for Jean-François with introducing a new onion varieties is to have very good storage because of their conditions, and storage is essential for bringing as a biannual crop. They are interested in marketing rare or heirloom varieties to gardeners, which is their main market. And so it needs to work on an agronomic point of view for gardeners, but also on a culinary point of view. Je tiens à ajouter un petit détail aussi, Hugo, peut-être juste avant par rapport aux objectifs, étant donné que c'est un projet sur 2 ans, au cours d'une prochaine présentation, on va probablement vous présenter l'évolution sur les objectifs. Étant donné que les variétés de Michael sont issues d'une sélection spécifique, donc, on va revoir un peu nos objectifs, puis on pourra le préciser là, lors d'une prochaine discussion. Donc, Jean-François was just saying that they also want to acknowledge that their goals can change based on the phenotype and how your germplasm expresses itself in the field. Donc, voici les 2 variétés en essai issues, en fait, des dons qu'on a reçus de Michael, donc Open Red puis Yellow Open. Donc, l'origine, ça a été, en tout cas, c'est une expérience, c'est un projet à lequel on a beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. OP pour Open Pollinated, Jean-François. Hein? Ouais. Exactement. Variété à pollinisation libre. Alors, voici comment s'est déroulée notre première saison. On a, dans le cas des Red OP et des Yellow OP, on a reçu des lignées de 17 grammes. Donc, les quantités que nous, on a parties en serre, en multicellules, on parle de 980 unités pour les 2 variétés. Et les quantités qui ont été plantées au jardin, on parle de 303 bulbes, puis de 5 pour les Red, puis 567 pour les Yellow. So they started with 980 seedlings for each variety and planted. Quand tu dis que 303 bulbes, vous avez récolté 303 bulbes ou vous les avez? Okay, but at the end they had 303 seedlings in the field coming into bulbs and 567 seedlings in the field. Exactement. Bon, on a eu quelques contraintes et imprévues. Puis, tu sais, je tiens à préciser aussi que, contrairement peut-être à Michael, où les projets de recherche sont orientés vraiment sur la sélection, nous, on a une contrainte à ce niveau-là parce qu'en même temps, on est une entreprise qui doit commercialiser les semences. Donc, on doit trouver, en fait, un équilibre entre notre capacité de sélectionner, d'introduire de nouvelles variétés et aussi nos objectifs de production parce que, bon, on est une entreprise commerciale avant tout. C'est les revenus qui sont générés de l'entreprise qui permet son fonctionnement. Donc, on était limité dans l'espace. Donc, on devait, l'espace qui était prévu pour les oignons, on devait aussi introduire nos oignons de production, donc les Rosa di Milano, les Yellow of Parma. Donc, ça, c'était notre première contrainte. Puis, on a eu aussi un petit problème de communication au sein de l'équipe. On souhaitait planter l'équivalent entre les Yellow et les Red. Ouais. Malheureusement, il y a eu un manque de communication et il y a une autre espèce qui a été introduite aussi, le Saint-Urgent. Donc, une variété qu'on a obtenue de toi via une entreprise de Bretagne. Bref, c'est ce qui nous a décalé un peu dans la plantation au printemps des quantités de bulbes. So Jean-François is saying that the reason why there's a difference between the quantity planted in the field is because there was a miscommunication in their team, and instead of planting 567 red onions,
They planted another variety, so that explains the gap. And so it was just a miscommunication in the team. And as these often happen on a busy seed company. Donc, on poursuit? Oui. Alors, nos observations, en fait, de la première année au jardin, on voit un peu la photo à gauche, un peu à quoi ressemblent les parcelles. Ça, c'est vraiment en fin de saison. Alors, les variétés OP au niveau de la vigueur, de la germination, on a constaté une très bonne vigueur. Et ça, là-dessus, on n'a pas de données précises, mais visuellement, on a observé vraiment une très bonne vigueur. Après ça, la formation des bulbes en début d'été, les deux variétés se sont très bien développées. Au niveau de la croissance, on a pris des mesures, tout était passablement uniforme. Donc, on voit ça dans la troisième colonne, uniformité générale de la population des plants. On parle vraiment des tiges. Et il y avait une homogénéité, là, une uniformité plus importante ou mieux, en fait, au niveau du red. Ça, c'est notre observation. Donc, on a mis très uniforme. Puis, dans le cas des yellow, ben, c'était uniforme, mais c'était un peu moins... on voyait qu'il y avait quand même un peu plus de variabilité. En ce qui concerne l'uniformité de la maturation, puis c'est là que ça devient intéressant, étant donné qu'on est en zone 3B et que les saisons sont plutôt courtes. Nous, on est confronté au niveau de la méthode de culture à éviter les excès d'azote en partant et de favoriser en fait une maturation rapide parce que c'est vraiment la chose pour nous qui est déterminante dans la capacité de conserver les oignons au niveau de la dormance durant l'hiver. Et pour y arriver, ben, il faut que les oignons puissent former rapidement la tunique. Alors, donc, on a observé au niveau du red que les tiges se sont uniformément ou relativement formées au sein de la population et ça a été vraiment quelque chose qui s'est manifesté par rapport aux oignons yellow. On a vu qu'il y avait une moins grande uniformité, il y avait une plus grande variation dans la population au niveau justement là, du séchage des tiges. Et on a dû, vous allez voir tantôt, là, on a compilé les données, on a dû éliminer beaucoup d'oignons parce que ces oignons-là tardaient en fait à arriver à maturité là, au niveau de la tunique là, pour sécher. Alors, je te laisse expliquer les résultats. So just from on the qualitative side, Michael, you see that the red and yellow OPs had similar vigor at germination and similar rapidity or speed to form the bulb. Where the difference comes, and it's a slight difference, is the uniformity of the foliage. So apparently the red OP was very uniform. The yellow one was a bit less uniform. And one indicator for Jean-François that I found of interest is that they want to avoid excess nitrogen in their field, and they need the onions to come to maturity or to come to maturity and dry, especially that stem in the middle of in the core of the onion. They need the stem to dry as fast as possible and as uniformly as possible. And they noticed for the red OP that the drying of the inner shoot was uniform, but there was more variability on the yellow OP side. So more variability around foliage uniformity and more variability around maturity and drying of the stem. Passer à la suivante. La suivante. Je pense que Michael a un petit commentaire. Please go ahead, Oui. Michael, if you want to activate your mic. Yeah. So maturity is when the tops go down. You have green tops, a bulb with green tops, and the tops fall down. Are they looking for uniformity when the tops fall down?
or are they looking for uniformity in the size of the neck when it falls down? Alors, la question pour lui par rapport à vos observations sur l'uniformité des tiges, vous regardez quoi exactement? Est-ce que vous regardez, lui demande si vous regardez la taille de la tige, ou si vous, donc le diamètre, ou si vous regardez le moment où les tiges commencent à s'affaisser sur le sol? Ou est-ce que vous regardez un autre indicateur, une autre observation en fait? Ben, en fait, c'est une bonne remarque que Michael fait. On va porter une attention spécifique justement sur ça. Je te dirais que les observations ont été faites de façon générale, c'est-à-dire à la fois les deux. Durant la saison, on a observé, on a fait des calculs pour la hauteur des tiges pour voir l'uniformité. Mais l'autre facteur que Michael parle au niveau de la grosseur du collet, c'est sûr que vers la fin de la saison, on porte une attention spéciale. On essaie d'identifier ceux qui sont les plus minces et ceux qui ont effectivement un temps de maturité plus précis. Mais je te dirais que on va améliorer en fait cette observation-là. C'est noté pour les prochains essais. So he's saying that this is a good comment, Michael. They were looking actually at the uniformity of foliage size, how high it goes, and they, in terms of diameter, they would identify which ones had the smallest diameter. Yeah. But they did not look at when foliage falls down. For them, it was really the uniformity of the drying of the shoot inside. Yep. Okay. Do you want to add a comment around the usefulness of observing foliage falling down? Yeah. So the way I bred onions was that maturity was very important because it rains in the fall. The maturity is absolutely important. And what we don't want is a thick neck, a round neck with green foliage that doesn't fall over, because those green foliage, if it remains too long, we get bacterial rots in. The bacteria can get in and some fungi. So I always scored when 50% of the leaves had fallen over. And you can select for early maturity, tops down. It's highly heritable. And so they could look at that, and then that will determine the final bulb size, because the leaves are dying. So these populations could be late in your environment in Quebec, that your heat units are less, I think. And as a result, you could have bigger green tops later. And you might have to select for earlier maturity. Donc, ce qu'il dit, c'est que dans son programme, la maturité est un critère super intéressant. Ils ne veulent pas avoir des oignons avec des collets très larges et avec les feuilles qui restent bien droites. Donc, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est quand au moins 50% de la population a les tiges qui sont tombées sur le sol. Il indique que la maturité est une caractéristique génétique héréditaire, donc qui peut être facilement sélectionnée. OK, intéressant. Thanks, Michael, for the comment. Yeah. On va passer à la suivante. En fait, ici, on a tout simplement mis quelques photos pour montrer un peu l'état des choses. On doit forcer à un certain moment durant la saison, justement, initier en fait la plante là, pour sécher puis former la tunique. Donc, on a quelques images qui montrent un peu là, la parcelle. Là. On voit que
On arrive en fin de saison. Des commentaires de Michael? What Jean-François is showing here is that at the end of the season, they need to force to accelerate the process of drying. So they're going to manually bring down the foliage, and they're going to leave the roots. And so that's what these pictures are about. Yeah. So these onions are very late. So I can see that you're going to have to select for earliness, early maturity, because the necks are completely green. Let me ask, these were transplanted, not Yes. direct seeded, transplanted. Yeah. So how many days from transplant to this picture? Isaac, je vois ta main levée, je vais te donner la parole dans une minute. Jean-François, combien de jours entre le moment de transplant et la photo qui est qui est présentée ici? Écoute, je n'ai pas l'information précise, fait que je ne voudrais pas donner n'importe quel chiffre. Mais tu vois, ça, c'est une autre information intéressante qu'on va colliger. On est capable de le savoir, là. C'est juste que là, on ne l'a pas calculé. On pourra vous revenir là-dessus, puis on va être en mesure de vous fournir l'information. Gabriel, si tu as 5 minutes pour calculer ça, oui, bien, il faut retourner dans nos notes de production. Okay. Là. Je ne sais pas si c'est facilement trouvable comme ça. Mais... Je suis en train de regarder. OK, merci. Gabriel will check. They don't have the information right available, but it's been documented, Michael. So they'll follow up. And then also, we had a very hot, dry summer. Was your summer warmer than usual? Est-ce que votre saison a été plus chaude que d'habitude parce que eux, dans le Wisconsin, ils ont une saison chaude et sèche? Nous, en fait, c'est très variable. Là, on pourrait dire qu'il y a eu comme 3 ou 4 saisons là, avec des conditions complètement opposées. Cette année, on a eu la chance quand même d'avoir un printemps hâtif, relativement humide. Là. Durant la saison, on a eu des fortes chaleurs, c'est devenu très sec. Puis par la suite, on a eu un automne humide, mais qui s'est prolongé inhabituellement. On n'a pas eu de gel avant fin septembre, ce qui est du jamais vu là, dans notre région. Habituellement, on a un gel des fois dès le début de septembre. Si on est chanceux, mi-septembre, mais cette année, ça s'est prolongé jusqu'à la fin septembre. On a été particulièrement chanceux, mais nos automnes restent toujours humides. Ouais. Donc, une autre caractéristique peut-être pour Michael, deux choses, c'est que cette année, la parcelle était dans une pente, donc un endroit quand même très drainé, un long sableux, mais on a un système d'irrigation qui nous permet, c'est ça, d'irriguer là, pour maintenir quand même un niveau acceptable d'eau pour la culture. Okay, so the onions were grown in a very well-drained, sandy soil, but with good irrigation. They had an early spring with some humidity, high heat temperatures at different moments of the season, very dry, very humid fall, but that got extended until late September. They usually never see that. Usually it's the first sub temperatures are in early September. And he just added that these past 4 years, they've seen extremely varied weather patterns in their area, that were very different from one year to the next. Yeah. Well, looking at this field, my comment is that this red population is very late. And you're going to get the thick necks, the green foliage. And the origin of this population would indicate that it would be late. That's why transplanting is important, to get as many days as possible of growing. And so I would highly recommend that you select for earliness in this population to get the tops down earlier.
you can always push them over. But these, what I see, the big green necks on the onion are not good because you're not gonna get a round bulb. You're gonna get more of a torpedo-shaped bulb. And with that thicker neck, it's gonna affect storage ability. The good news is there's variation in the pod populations, both of them. And so they should be able to select the type they want. And that's why I sent them. There's variation there, but I can see this one is quite late, that they need to select for earliness. When you say it's quite late, you mean it's coming to maturity quite late? Yeah, it's if this is in September, this picture, that the foliage is still very green. Right. Okay. And if you look at the plant right by his shoe in the picture, right by the boot, the shoe there, right there, I look at that, and that neck is completely green. That's what I would see in July here in Wisconsin. So this is very late, which could be, but they can select for earliness by looking for plants that are tops are going down. So, got it. Ce qu'il dit, c'est que bon, bah, cette population rouge, elle est très tardive parce qu'on voit que le diamètre est large, que les tiges sont encore très vertes. Et donc, lui, ce qu'il recommanderait, c'est de sélectionner pour la précocité en poussant plutôt, en affaissant manuellement plutôt les tiges. Ouais. Ce qui se passe quand tu as un diamètre trop grand, c'est que ton oignon il va avoir une forme de torpedo, une forme de bombe plutôt qu'une forme arrondie comme on le souhaite. La bonne nouvelle, c'est que lui, il observerait des tiges vertes comme ça au mois de juillet, non pas au mois de septembre, sur sa ferme. Et puis la bonne nouvelle, c'est que bon, il y a de la variation dans la population, donc vous pouvez toujours sélectionner pour ça. Ouais. Les infos, en fait, on les a semés le 23 mars en serre, dans des petites cellules. On les a transplantés le 25 mai. Ouais. Et on les a rabattus le 3 septembre. Rabattus 3 septembre. En fait, on les a exactement. Donc, ça donne 5 mois, approximativement 150 jours. So they have the indication that there's 150 days between transplant and this picture, Michael. Right. That's a lot. That's a lot. Yeah. Ouais. J'ai juste une dernière question de suivi à Michael. Michael, you mentioned the origin of the population is indicating that it's late. Perhaps this is something we can go back to as the origin of the population. I'm just going to turn towards two of the growers who raised their hand. Isaac, je pense que tu as levé ta main en premier. Tu avais une question? Ah, c'est bon. Michael l'a posé, puis Jean-François a répondu. Je voulais savoir c'était quand et combien de jours. OK, très bien. En fait, ma vraie question, c'était à quelle date est-ce qu'il rabattait le feuillage, mais j'ai ma réponse. 3 septembre. Richard? C'est ça. Jean-François, y a-t-il une raison pourquoi vous plantez les oignons si tardivement? Parce que le 23 mai, c'est quand même tard. Je sais que chez nous, dans notre pratique, on a quand même une région de climat équivalent. On essaie d'avoir les oignons en terre généralement pour le 10 du mois de mai, afin de pouvoir profiter au maximum des longs jours, parce qu'on sait très bien que le développement végétatif de l'oignon a tendance à arrêter et aller vers la formation du bulbe à partir du moment où les jours commencent à raccourcir sensiblement, c'est-à-dire on peut parler dans la région chez nous, vers le 15 juillet, si on peut dire, la production est déjà cannée, est déjà en canne. Alors, peut-être que, je ne sais pas si c'est possible dans votre contexte climatique ou c'est-tu surtout au printemps passé qui était exceptionnellement actif?
Ben, en fait, la raison, c'est juste une question de logistique parce que ce que tu décris, effectivement, c'est tout à fait raison. L'objectif qu'on vise, c'est quand on arrive fin juin, début juillet, c'est d'avoir une tige végétative le plus développée possible parce que c'est ça qui est l'objectif à atteindre. Parce que par la suite, effectivement, il faut qu'il y ait un développement du bulbe. La raison de cette transplantation tardive, c'est la logistique, c'est les équipes, c'est les conditions climatiques. Mais étant donné que ça semble être un facteur important, ben nous, on prend bonne note, en fait, de cette information-là, puis on va s'assurer de colliger mieux, en fait, ces informations-là pour arriver à mieux avoir une meilleure rigidiculture, en fait. Là. Richard was asking Jean-François why they were transplanting onions on May 25th when Richard transplants his crops, his alliums around May 10th, and indicating, the length of days, the vegetative state versus the formation of the bulb. And for Jean-François, it's mainly a logistical issue, staff, coordination, making sure that these things get done on time, and just validated Richard's comment and said that they'll make sure to transplant them earlier next year. Yeah, that's very late, and that explains the torpedo shape because they did not have very many leaves on them when they started to bulb. And but when we look at the pictures of the bulbs, we'll see that. So yeah, 25th of May is very late. Oui, ben c'est ça. En tout cas, on regardera dans nos documents tantôt. On peut passer à la suivante, en fait. Là, première, je pense que Isaac a encore la main levée, à moins que ce soit une erreur. Non, vas-y. Non, c'est pas une erreur, c'est une question pour Richard, en fait. Richard, si tu transplantes le 10 mai, tu fais ton semis à quelle date, toi? Je transplante le 10 mai. Finis ta question. Tu fais ton semis à quelle date? Je vais faire, c'est des oignons en caissette. Je vais faire le semis au tout début du mois de mars. Et puis, c'est des oignons en multicellules. On va parler à peu près vers le 10 mars. Sauf que je n'ai pas de serre. Donc, c'était un semis fait sous fluorescent. Et après ça, à la mi-avril, transféré dans un tunnel non chauffé. Donc, c'est bien différent. Semer un peu plus tard en serre pour donner des plants plus gros que chez moi. C'est difficile de comparer ces deux dates-là entre chez Jean-François et chez moi. Effectivement. Parce que ce n'est pas la même qualité de lumière fluorescente et serre. On comprendra bien. Oui, d'accord. Toi, Isaac, tu fais tes semis transplants quand? Il faudrait que je vérifie. C'est Catherine qui s'occupe de tous les semis, fait que je ne sais pas exactement. Ouais. Okay. Puis la production de semences d'oignons, on a commencé ça l'année passée. Là. OK, cool. On n'a pas. Je prends des notes. All right. On continue. Michael, they were just talking about seeding dates and, seeding in a greenhouse versus seeding under grow lights and, moving the stuff, if you don't have a greenhouse, you have to continue in a cold tunnel. So just some of these seeding logistics. C'est qui lui? Who is this guy? En fait, on a eu la visite de Hugo, qui est venu nous voir pour voir comment se comportaient les cultures, puis les étapes, puis jaser production de semences d'oignons. Donc, il est venu nous donner un coup de main pour une première sélection négative au champ. Le critère, c'était la maturité, nos oignons qui parvenaient bien à maturité, donc séchés. On était... je ne me souviens pas la date exacte, en fait, Hugo. Je vais te la trouver. Oui. Continue. Bien, c'est ça. C'est une présentation, en fait, là, de comment ça se déroule au champ. Puis, à cette étape-là, nous, comme vous pouvez voir, on met des toiles aussi pour protéger les oignons. Il y a une année, on s'était fait prendre par un gel hâtif. Puis, ça a été vraiment la catastrophe. On a perdu une grande partie là, de nos bulbes. Donc, maintenant,
s'assure d'avoir des couvertures apportées pour justement bien abrier ces bulbes-là durant une première phase, en fait. Puis si on passe tout de suite, à moins qu'il y ait des questions, à la photo suivante, je cherche juste la date, Jean-François, et je la trouve pas. Ah, voilà. Alors, 29 septembre. So this is a picture of September 29th, Michael, and we did some, they had harvested the bulbs, they left them on the soil, they put a cover over them, and for the drying process to continue. And we basically did a roguing exercise, some negative selection, removing the ones that were not mature. Quelle date, Hugo? 29 septembre. Premier? 22. Bon, 29. OK, 29. Couple of things. Yeah. On the yellow one, as a breeder, I look at those onions and I see a thick neck. So if you look at the first yellow onion, right there, that one has a thick neck, but the bulb is round. And so that's very positive. If you look at the next onion up, the roots are wonderful. So there should be pink root and fusarium resistance in these populations, but the roots are very, very good. So that's a good sign. And then on the reds, as a breeder, I look at it and I see roots, which should be there because it's pink root and it has pink root and fusarium resistance. But the tall size is due to the lateness. And I'm sure that there'll be a picture of the bulbs in storage and we'll look at it more closely. But these look okay. These. Ça, d'un point de vue du sélectionneur, dans le jaune, en bas à gauche, on voit un cou assez élargi, mais le bulbe est bien rond, tandis qu'à droite, dans la rouge, on voit que la forme est un peu plus allongée, mais que les deux lignées, en fait, ont la résistance à la racine rose du fusarium, et on voit ça dans les photos. Parfait. Donc, sur cette photo, on voit en fait à gauche nos installations pour finaliser le séchage à l'extérieur. Puis, on ne voit peut-être pas là, mais on a aussi des couvertures thermales pour les protéger. Donc, on vient finaliser la deuxième étape de séchage. Ils ont resté peut-être une semaine, en fait, au champ, le moins longtemps possible, en fait, parce qu'on a vraiment des conditions humides. Puis là, on les rentre à l'intérieur d'un tunnel pour compléter le séchage avant des rentrées dans une dernière étape, en fait, de nettoyage. On va voir sur les prochaines photos le résultat final, mais on a une dernière installation où on va manipuler chaque oignon pour enlever le minimum de peau dans une première étape et on complète, là, en fait, ce séchage-là. Ça nous donne une petite idée là, de comment on doit s'installer. Oui, Hugo? So after 1 week of leaving the onions undercover on the soil in the field, they try to reduce that amount of time as much as possible because of humidity. But that's the first step of drying. Second step of drying is bringing it under the tunnel and putting tarps above. Yeah. Question? Oui. Pour le séchage, veux-tu revenir à la diapo précédente? Okay. Celle-ci? C'est sur quel type de matériau? C'est sur un plastique ou une bâche flottante? Non, sur le sol, on a recyclé une vieille toile de serre pour couper l'humidité du sol. Et puis, là, on ne les voit pas, mais on a des feutrines thermales qu'on vient abrier le soir pour au cas qu'il y ait un gel. J'ai deux questions que j'aimerais que Michael puisse intervenir là-dessus. Oui. C'est que, premièrement, il ne risque pas d'avoir une poche d'humidité entre les oignons et le plastique.
Et j'aurais eu tendance, en tout cas, selon ma pratique, de mettre ça plus sur des clés pour qu'il y ait un séchage par en dessous. Ça, c'est la première Sur des quoi, question. pardon? Richard, toi, tu aurais tendance à les mettre non pas sur du plastique. Clés. Sur des quoi? clés. Comment t'écris ça, clé? CLAI. Sur une clé CLAIE, autrement dit, mettre ça sur un grillage ou dans les bacs Ouais. ajourés, mais pour s'assurer qu'il y a une circulation d'air par en dessous. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est il n'y a pas une contre-indication d'avoir l'exposition directe au soleil. Je croyais que les oignons devaient sécher à la noirceur. Peut-être une vieille recette de grand-mère, je ne sais pas. Moi, j'aimerais juste répondre à Richard. Ouais. Dans le passé, oui, effectivement, on en a des clés, on sert des tables en fait de semis, mais cette année, on a manqué d'espace. Il a fallu donc un peu improviser, mais pour répondre à la question, je suis allé vérifier, il n'y en a pas d'humidité qui se forme entre le plastique et le bulbe. Si tu remarques, en fait, on a des buttes, puis les oignons ont été placés sur les buttes plutôt qu'à grandeur sur les allées, justement pour éviter ce phénomène-là. J'aimerais entendre effectivement Michael sur la réponse. So Richard asked two questions around the drying process. They asked, what's the material that's used under the onions? And Jean-François said that it's old greenhouse plastics. Usually they would put it on a sort of grill, a metal grill where they do their seedling tables, but they didn't have enough room, so they put it on the floor instead. Richard was asking whether there was a risk of humidity forming between the bulbs and the plastic. Jean-François says that he would check regularly, and they put the onions not in the alleys, but really at the top of the garden bed, so that to reduce these risks. So the first question was fabric. What's optimal fabric to dry onions? And the second question is for Richard. He always thought that drying onions should always be in dark conditions, not under sunlight. Can you comment on these two questions, Michael? Yeah, so generally onions are cured with air, forced air. They blow air across them. And so having something that kept them off the ground, well, let me back up. First of all, it's really good to have them covered to protect them from rain, but you want as much air as possible to get through. And so if you don't have anything else, this is better than soil on the earth. But if you could have just some racks, wooden racks with wire mesh or something along them to keep air underneath them, and then if you could blow a fan across it, that will help curing. The sunlight, it is a problem. You can get scalding of the onions where the sun will bleach the outer skins and it can cause rots. But in your environment, I'm not sure how strong the sun would be. So I would be more concerned with getting air movement through them than keeping them in the dark. So the dark is better. Dark, dry, wind movement inside is the best. But if you don't have a barn or something, then I would just try to keep them off of the plastic here. Donc, Michael, il voulait juste reconnaître que vous avez des conditions particulières, que c'est bien que les oignons, les racines ne soient pas en train de toucher le sol. Effectivement, comme vous le savez, c'est mieux de l'avoir sur un grillage, sur des tables, vous l'avez indiqué tout à l'heure. Ce qu'ils font en commercial, c'est qu'ils vont avoir des fans, des ventilateurs pour que l'air circule
en bas, en haut, au-dessus des oignons. Par rapport à la question de la noirceur versus la lumière du soleil de Richard, c'est probablement plus un problème dans le sud des États-Unis où le soleil frappe encore fort à ce moment de l'année. C'est peut-être moins un problème dans votre environnement, dans les Laurentides, mais bon, effectivement, un environnement plus sombre, plus sec, avec la ventilation d'air, c'est vraiment les conditions gagnantes pour le séchage. Excellent. On est des artisans, puis on essaie de s'améliorer tout le temps, mais c'est pour ça qu'on est là. À des infrastructures. Alors, c'est ça. Alors, donc, prochaine diapo, deuxième sélection, en fait, les critères morphologiques. On a une photo au centre sur laquelle on s'est basé pour justement essayer de faciliter notre compréhension des différents types de formes d'oignons. Alors, là, on a des photos qui, je ne sais pas si vous parvenez bien à voir en fait là, notre sélection. Tantôt, dans la prochaine diapo, on va vous montrer le calcul de qu'est-ce qui a été conservé versus ce qui a été mis en terre. Là, c'était juste pour vous expliquer un peu sur quoi on s'était basé par rapport à la forme. Oui. Justement, par rapport à la forme, c'est quelle lettre que vous regardez, vous? Est-ce qu'on parle de la D? Est-ce que c'est ça la forme idéale, donc la quatrième en haut en partant de la gauche? Ben, écoute, nous, ce qu'on a fait, parce qu'étant donné qu'on n'a pas l'historique, tu sais, nous, on a reçu de Michael un sachet avec un nom générique. Donc, on a observé la tendance de la population, puis justement, on aimerait bien entendre Michael à cet effet-là. Nous, on s'est pas mal orienté vers les ronds, les piriformes, les oignons ronds. Fait que je ne sais pas, Michael, ce qu'il en pense. Et juste pour moi de comprendre, les oignons ronds, sur ton image, au milieu de cette diapo, ça serait… Le quatrième, en fait. Quatrième en haut, c'est ça? En haut, oui. So, yeah, they didn't know the history of the population. They didn't know what it was supposed to look like. They, intuitively looked at roundness. So it would be the fourth shape starting from the upper left. And they were curious to hear from you what kind of morphological features were desired or this population was selected for. So both of these populations were selected for the bulb shape, the fourth one on the upper left, the one you just mentioned. So if you could point to it, with your point, that one, okay? And the reason is that the flatter ones are not desirable here, and then the torpedo isn't. So they should be round bulbs. So let's look at the yellow one right now. So if you could put your pointer at the little bit to the left there, that torpedo probably occurred because there were dense plants growing right next to each other. This population, the bulbs are small, but they're round. And I think what you're seeing there is they didn't put enough leaves on so that they have numerous rings to get size. And that could be because of the relatively late transplanting. So the smaller bulbs could be stress. They could have been a little bit stressed. Maybe something happened to some of the leaves. But I look at this picture of the yellows and I'm very positive because you got very good skins, good color, and a lot of round bulbs. And if you move your pointer over to the lower right corner, now go up, right there, the green sprout. See the green sprout?
Yeah, that's bad. You got to throw that one out. That's bad. But I know. yeah, those onions look really good, and I'm excited about those. I think the smaller size has more to do with the late transplanting than its actual ability to make a bigger onion, depending on how big you want it. So Donc, ouais. why don't you translate and then I'll Yeah, and then we talk can some talk more. about the red one. Donc, bon, cette population a été sélectionnée pour effectivement la même forme arrondie, la forme D, donc quatrième en haut à gauche. Il dit que bon, ce qui est plat et ce qui est torpedo, c'est pas désirable, que la taille des bulbes est probablement expliquée par certains stress ou ou la transplantation tardive. Celle qui est en forme de torpedo là où il y a mon curseur, il indiquait que c'était peut-être parce qu'il y avait deux plantes qui étaient très proches l'un de l'autre. Mais globalement, puis bon, on voit effectivement celle avec le collet encore un vert à droite là. Mais globalement, belle couleur, belle forme, belle peau, donc très positif. So, any Let's talk questions? about the red. Well, on the yellow, some more on the yellow. Okay. So bulb shape, the shape of the bulb that you're showing in this picture here is highly heritable. So you can select torpedoes, flats from a round population. So when they select their bulbs for seed production, they need to very carefully look at the type, the shape that you want, and carry that forward because that is highly heritable. Throw out the flats, throw out the torpedoes, and then select the sizes. Bulb size is not heritable. Let me just back up. Bulb shape is heritable. It will respond to selection. So go ahead and translate that, please, Hugo. Alors, il explique que donc deux choses, la forme et la taille. Pour ce qui est de la forme, c'est une caractéristique très héréditaire. C'est-à-dire que celles qui ont une forme indésirée, si elles continuent dans la population, et ben cette forme-là va continuer à se reproduire. And I imagine the second, you're saying the second piece is that the size is not heritable, it's agronomic and stress factors. Yeah, so bulb size has low heritability because it's more tied to the environment and the planting date, how many degree days you have. And so the way to control bulb shape, bulb size is maturity. If it's early maturing, you're going to get small bulbs. If it's late maturing, you're going to get bigger bulbs, but then you're going to get those thick necks. So it's important to understand that this is the time to take a good look at bulb shape and select for bulb shape. But it's not a good time to look at bulb size because that was determined last year by the environment. Yeah. And so these small bulbs that they have here, the really small ones, if you could point, Hugo, Yeah. right by that torpedo, right by the torpedo, up, next one up, that one. Yes, exactly. Out it goes. It could be early maturity, but it could be stress. If you look at the one right below it, that one, that's a small bulb, but it's got a good shape. And since you might want to have more early maturity, some of those could be good. And so don't just select the big ones because the big ones is not heritable. And then next year in the field, really look at the maturity. And I'll talk about that in just a second. So go ahead and translate. Contrairement à la forme,
qui est une caractéristique très héréditaire. La taille n'est pas une caractéristique héréditaire, elle est dépendante de l'environnement et des pratiques de transplantation. Mais ceci dit, la taille, c'est une façon de contrôler la maturité. C'est-à-dire que si plus précoce est l'oignon, plus la taille sera petite, et si tu laisses l'oignon plus longtemps sur ton terrain, et ben la taille de l'oignon va augmenter, mais là, tu auras un problème de la taille du collet qui sera aussi large. C'est un bon moment pour sélectionner la forme des bulbes, mais ce n'est pas un bon moment pour sélectionner pour la taille des bulbes. Sorry, Michael, you were saying get rid of the tiny ones, but the small ones are okay. Yeah, get rid of the smallest. So what I would suggest is that you pick out the 200 best bulbs. And because this population had about 567 bulbs or something, I would pick out the best 150 to 200 bulbs. And if to have that many bulbs, you have to go to some of these smaller ones, do it. But don't take the smallest ones. Donc, faut éviter de prendre ceux qui sont vraiment trop petits, mais ceux qui sont petits sont corrects. Et puis, bon, tu vas avoir une population de 150 à 200. Puis, c'est ça. Parfait. Excellent. Okay. One more thing. So, Yeah. Ugo, if you could put your pointer in the middle at the bottom. Of the yellow. Right. Yep, yellows down. Oh, right there. There. I look at that onion and I can tell what happened. You see, we got a little bit of green. Well, when was this picture taken? La photo, elle a été prise quand, Jean-François? Le 29 septembre, la même journée? Non, ce matin. Oh, this picture was taken this morning, Michael. Okay. Well, oh, that's very good. I thought it was at harvest. If you look at that one, you can see it's sprouting because it's broken dormancy, but you see the thick neck, that real thick neck. So that had very green, thick neck last fall, and they has a much greater probability of rotting in storage because you have that big opening. And the fact that it's sprouting right out is an indication. I think if that would have matured with a tighter neck, you probably wouldn't see that. And if you, Ugo, go straight up, all the way up, more and more, stop, down, that one. So I look at that, that's an important onion to look at. I look at it and see that the roots are not pushing out. So it hasn't broken dormancy yet. And the skin, the dry skin is tight around the base. And that means that's a good onion because that's storing. If that picture was taken this morning, that's an excellent storage onion because it's almost 1st of February. And the next one over is other way, that one, that's a perfect example. So when he selects the onion, you need to look first for sprouts, the sprouting. Second, look at the basal plate and look to see if new roots are pushing out, indicating that it's out of dormancy. And that will cause a breakage of the paper scales, and you'll lose that protective layer, and then the onion will go bad quickly for the grower. So these are very nice onions. They look very good because you got good tight skins, you've got storage. So I think there's some potential here for an OP that the growers will like. Donc là, très rapidement, puis là, je vois qu'il est déjà 11h15. Il parlait des indicateurs que les oignons sont en train de sortir de leur dormance, donc le germe vert qui sort et des nouvelles racines
ou des nouvelles tiges racinaires qui sortent de la base de l'oignon. Et bon, bah, ces deux indicateurs-là vont indiquer qu'elles sont moins bonnes pour l'entreposage. Exact. And if we look at the onion, if you go to the torpedo, go straight down one down, that one. If you look at it carefully, you can see the scale at the bottom has broken right by the root plate. And if you look at that onion carefully, you'll see small roots growing, starting to push. That bulb is out of dormancy. It's starting to sprout. And so it has to go to market very soon in the next few weeks. So when they make their selections, take a good look at that basal area. Anything that has a green sprout, out it goes, unless you don't have enough bulbs. But always look first at the bottom and see, and then produce seed on the ones that look like those at the top that have that yellow scale still tight on the basal plate. Those will remain in storage longer for your growers. Ouais, il montre ici qu'en fait, on voit déjà la peau se séparer de la base racinaire et que ça va être un indicateur qu'elle est en train de sortir de sa dormance. Si la peau est encore bien serrée autour de la base, c'est un bon indicateur sur la qualité d'entreposage. Excellent. Écoute, moi, j'aurais de nombreuses questions à poser à Michael pour la suite, mais je ne veux pas prendre tout ce temps-là. J'aimerais ça, si c'était possible, peut-être à un autre moment, de poursuivre la discussion parce que moi, mes questions, puis là, on voit très peu de photos de légumes, d'oignons, on en a beaucoup d'autres. Eux, ils ont déjà été sélectionnés. Puis quand on arrive au printemps pour la plantation, il y en a déjà une portion qui, effectivement, ont sorti de la dormance. Puis moi, j'aurais des questions ultérieurement par rapport à Michael, étant donné que nous, on est quand même une entreprise commerciale, on doit avoir un certain volume de production de semences, puis j'aurais aimé comprendre mieux l'incidence, en fait, que ça a sur la sélection dans les populations. Est-ce qu'on doit vraiment séparer les populations? Je sais que c'est des cultures allogamy, donc il peut avoir une hybridation ou un transfert de pollen, mais est-ce que ça a une incidence au niveau de la génétique ou il faut vraiment les isoler? En tout cas, bref, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui, mais tu pourrais peut-être dire à Michael que ce serait le fun qu'il y ait une autre discussion qui pourrait se poursuivre là-dessus parce que c'est comme hyper important pour nous de voir justement, de trouver l'équilibre entre la sélection, mais aussi la commercialisation. Est-ce qu'on peut quand même commercialiser ces semences-là, vu que c'est quand même juste une génération qu'on vend aux jardiniers, parce qu'il faut aussi de ces activités-là. En tout cas, je ne veux pas qu'ils répondent tout de suite à ça, mais en fait, vu que Michael est déjà là avec nous, qu'on a sollicité son attention, qu'il est présent, on va peut-être prendre encore 15 minutes avec lui. Richard, est-ce que tu es à l'aise si on met ta présentation d'itinéraire d'échalote à une date ultérieure pour pouvoir finaliser cette discussion-là sur les oignons avec Michael et Jean-François? Richard, ton micro est fermé. He's got his mic on. No mic. Ton micro est fermé. Hugo. Pardon? Le micro à Richard est fermé. Est-ce que tu es en mute? Excuse-moi. Ça ne me dérange absolument pas de remettre ça à un autre moment. Parfait. Parce que là, je pense que vous avez déjà, il y a tout un cheminement qui a été fait pour ouvrir le sujet de la sélection d'oignons. Je pense que ça serait plate de fermer ça. Ouais. Et c'est aussi bien, vu qu'on a commencé un peu comme une job, aussi bien de la finir, puis en même temps, bien, ça va permettre, Marie-Claude, Isaac et moi-même de bénéficier des petits trucs que Michael vont donner à Jean-François. OK. Et moi, je suis bien disponible. Moi, je suis bien disponible parce que je ne suis plus vraiment, je suis à la retraite, OK? Alors, c'est pas grave pour moi de faire la présentation à un autre moment. Merci, Richard.
So we're just doing a time check, Michael. We're going to postpone Richard's presentation to another day and kind of benefit from your presence here and try to wrap this up in 15 minutes. Jean-François has many more photos that we can, that are in the presentation, but that can also be shared outside of this conference call. But he did have a few questions to make so that Jean-François, est-ce que tu veux me donner 3 questions à la fois ou 2 questions à la fois, puis moi je les traduis? Donc là, le 1, isolation. Est-ce que c'est important de les isoler? Moi, je vais dire oui. Oui. Est-ce que tu peux les isoler? C'est plutôt la question. En fait, nous, quand on les cultive, on détermine toujours au départ la lignée. Donc, ceux sur lesquels on va récolter les semences pour les prochaines générations. Est-ce que ça a une incidence directe sur la qualité des lignées si on cultive sans l'isolation des individus qui ont manifesté, en fait, une sortie de la dormance précoce? Parce qu'au moment de la transplantation au jardin, Hugo, là, il y a ceux qui ont vraiment résisté ou ils ont manifesté une dormance exceptionnelle, qui sont déjà partis. Est-ce que c'est un caractère qui est héréditaire, en fait, cette dormance-là? Tu me suis? Est-ce qu'on peut, après ça, les cultiver côte à côte ou on doit vraiment les séparer? De la même variété. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que est-ce que je fais un seul lot ou est-ce que je fais 2 lots de cette même population? C'est-à-dire qu'on fait un lot, mais on peut séparer le lot en 2. À la récolte des semences. Oui, c'est-à-dire que tu as vu notre je vois. On a un lot, mais on peut isoler, en fait, ceux qui ont manifesté une dormance exceptionnelle, ceux qui ont manifesté une dormance plus faible. Puis, est-ce que ça a une incidence ou est-ce que c'est transmissible d'un point de vue génétique? Est-ce que c'est un caractère? Okay. So, as you know, Jean-François has a commercial company. And he's trying to balance research and selection with the commercial aspect. So, one question he has is, how to explain this? In his whole stock of roots, of onion bulbs, is it okay to replant the onion bulbs that are coming out of their dormancy with the ones that are still dormant, and to let them cross-pollinate between each other? Or should he really try to isolate the ones that remained dormant as in order to select this strain or to select this subset of onion bulbs? So the question is dormancy a hereditary trait or not? And in which case, what are the implications in terms of managing lots and sublots of this population? So dormancy is heritable. So you should pick out the best bulbs for seed production. And I wouldn't maintain, unless you want a short and long storage population. I think probably your growers want long storage. And if they do, I wouldn't plant the sprouted ones. Ouais. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que la dormance est héréditaire. Et si tu veux améliorer, sélectionner la population, garde seulement les bulbes qui sont encore dormantes. Parfait. Merci beaucoup. Unless Michael, the population of dormant bulbs is under 100 bulbs. Oh, yeah. No, don't go under 100 bulbs. Yeah. So if you got 80 dormant bulbs, pick the best 20 that are least sprouted to try and maintain that population size.
But if you have 80 good bulbs that look really good, I mean, you could probably just plant those. But I think a rule of thumb, I wouldn't go below 100. So take your 100 best, whatever that is. Ouais. Prends tes 100 meilleurs, tu n'as pas envie d'aller en dessous de 100. Et puis, s'il y en a là-dedans qui sortent de leur dormance, et ben, c'est le compromis à faire avec une espèce allogame, quoi. Autre question? Ben, écoute, on peut passer à la prochaine diapo. On va sûrement faire d'autres questions aussi. En fait, je vais juste rapetisser ma photo. Donc, ici, on a fait une compilation des informations concernant le résultat des critères morphologiques. Donc, on voit que dans le bas, on a la forme, on a donné une indication généralement rond ou rond allongé un peu. Grade A, ça c'est dans notre sélection, on a une centaine. À surveiller, dénudés, abîmés, tachés, mais tu sais, ça c'est plus des problèmes soit on les a poqués ou ils ont eu un coup de bêche, un truc. Ouais. C'est pas lié à la génétique, c'est vraiment plus là, abiotique. Bon, bref, c'est ça que je... Alors, nous, dans certains cas, on va quand même les utiliser si on voit que les cicatrisations se sont bien faites, s'il n'y a pas de problème de transmission de pathogènes, mais bon, ils sont à surveiller. Donc, on en a disqualifié 183, en fait, sur la population de départ, puis beaucoup déjà germés en décembre 2021. Donc, on n'a pas la photo, on ne vous l'a pas présentée, mais on en a disqualifié énormément. Gab, à te l'envoyer, je pense, la photo, effectivement, est disqualifiée. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure. Tu nous l'enverras par courriel, ce sera plus simple que par téléphone sur... Oui, OK, on te l'enverra. Alors, donc, ça, ce sont les données qu'on a prises. Puis, pour ce qui est des jaunes, on a disqualifié énormément de bulles. Donc, des gradats, il nous en reste 54. On a 46 à surveiller. Donc, et la disqualification de la population est importante due au fait que la maturité du collet n'était pas selon l'idéal. Bref, c'est ça qui est nos résultats. Sinon, on a fait une petite analyse au niveau des poids, exactement. Donc, les poids moyens, la grade A, 133 grammes. Donc, les minimums 54, les poids maximum 2,90 et les jaunes 185, 70, 3,69. Est-ce que Michael a qu'est-ce qu'il dit de ça? Okay, so you have two tables here, Michael. Under you have the number of bulbs that were with a comment on their shape. So onion red is generally round or round that's a bit torpedo shaped, like a bit longer. They have 100 bulbs that are grade A, 83 that they have to keep an eye on because they are getting not spoiled, but there's stains on them. Their skin is a bit roughed up. So they rogued 183 bulbs since the beginning of the season, and their comment was that already quite a few had germinated by December 2021. For the yellow onion, generally round and slightly less torpedo shaped than the red one. They have only 54 grade A bulbs, 46 to keep an eye on, and they rogued 467 bulbs, a lot having germinated in December. And at the top right here, you see the average weights of what grade A bulbs look like, with the average, minimum, and maximum weights in grams for each population. And he's curious to hear you speak about these two tables. Yep. I would take 150 of the red because that's late, and
I think you need to have a larger selection. I would take 150 of the best reds, and I would take all of the yellows, whether they're grade A or you're looking at them, all of them for seed production, because you're right at 100. And I think now is the time to make some selections for your environment and your growers' environment. So I would take 150 of the reds and 100 of the yellows and produce seed on them. But an important question, though, is do you still have seed of these populations that you can grow the bulbs again in 2022? And I'll translate that. Michael, any comments around the weight, the weight in gram of these onions? Do you have similar indicators as in your career as a breeder? The red is low for us. It would be bigger here because I think we have just more time, because we would plant the 1st of May, and so it would have more time to put leaves on. So it looks a little low. The yellow, I would say it's low, but better. So, you know, it's 1 year, one environment, so it's difficult to say. But I would say both populations, I think, are smaller, lighter than what we see. But if they were planted at the end of May, it makes complete sense that they would be smaller. Right. Donc, lui, ce qu'il recommande, c'est de garder tes 150 meilleurs rouges, tes 100 meilleurs jaunes. Il y a un peu à la limite là avec les jaunes. Et il pense que c'est un bon moment pour faire la sélection pour votre environnement. Il demandait, par rapport au poids, il disait que bon, les rouges, c'est quand même assez faible, les jaunes, c'est faible, mais mieux. Mais c'est compréhensible dans les conditions agronomiques que vous avez décrites tout à l'heure. Puis, il demande, est-ce qu'il te reste des semences ou est-ce que vous avez tout semé? Non, il nous reste des semences. Sur 17 grammes, il nous reste 11 grammes. Puis, bon, étant donné que la durée de vie des semences sont quand même plutôt faibles, cette année, moi, avec les résultats qu'on a là, j'aimerais bien pouvoir doubler la production là, de ces semences. Okay. Ouais. So he's saying that they have 11 grams of seeds each for each population, and they're going to want to try and double the size of their populations this year. Yeah, just so you have a backup in case the seed production goes bad. So, right. Yeah, I would try to plant 150 bulbs of both populations. And so I would actually, some of the ones that have been disqualified, if you still have them, if you haven't thrown them out, I would try to get 150 of each. Right. Because last year with the late planting, I think you don't want to, it's a special case. Yeah. And so it might not be reflective, but I would try to get 150 bulbs of each. Est-ce que les oignons jaunes disqualifiés, est-ce qu'ils sont compost, ils ont été mangés, ou est-ce qu'ils sont dans une benne à côté? Ils sont dans la moitié sont dans une benne à côté. OK. Lui, il dit que vu les conditions spécifiques que vous avez eues l'année passée par rapport aux dates de transplant, etc., qu'il irait récupérer les 50 meilleurs disqualifiés des jaunes pour les inclure dans. So he said that the disqualified yellow were not all thrown out, so there's that's not a closed avenue. Just stay over 100, but if you could get up to 120, 150, because you're going to increase the seed, and then you can put out more in 2023. And then I think you can really select on it. But right now, I'd be careful. Ouais, en fait, ce qu'il dit, c'est que quand tu auras ta récolte de semences de 2022, là, tu auras une grande quantité de semences et tu pourras vraiment aiguiser tes critères de sélection.
parce que ta population sera plus grande. Donc là, comme ta population est un peu à la limite, et ben t'as pas envie que tes critères soient trop sévères à ce stade-ci. Parfait. Tu veux qu'on passe à la prochaine diapo? Ben, moi, il y a Richard, je pense qu'il y a des questions. Richard? Une question, Odé? Juste un petit commentaire. Les graines qui te restent, ne présume pas qu'ils aient vraiment perdu tant que ça leur pouvoir de germination. Quand c'est gardé bien au sec et au frais, ben, je sais que chez moi, même les graines d'échalote, ils germent souvent mieux la deuxième année que la première. Ah ouais. Alors, parce que c'est souvent le critère d'un an, c'est surtout que les semences qu'on achète, parce que les semences qu'on achète, quand on les n'importe quoi, des fois, ils ont déjà 1 an, 2 ans. Ouais. Alors là, on arrive à troisième, puis celle-là est souvent mortelle. Ouais. Alors, il y a bon espoir que tes graines, vu qu'elles étaient fraîches l'an passé, qu'elles soient très, très bonnes cette année. Un petit commentaire. Michael, in terms of the survival and germination of the seeds that's left, Richard was kind of a bit concerned that, better to seed the seed that's left as soon as possible, rather than wait, another year. And Richard, was kind of saying a contrasting point of view, which is actually that you can keep your onion seeds 2 years and it'll still germinate well after 2 years. Any comments around what's the last year that the seed should be, that the 11 grams that are left should be planted from your opinion? Is the seed being stored over a desiccant in a refrigerator? What's the seed storage that they're using? Jean-François, comment est-ce que tu entreposes les 11 grammes de semences qui te restent? C'est quoi les conditions? Ben, écoute, dans notre nouveau bâtiment, on a maintenant une chambre froide où les températures sont stabilisées, donc à 5-6 degrés. C'est nouveau à l'Écoumène. En fait, on a vraiment un bon réfrigérateur. Cependant, on doit poursuivre là, les paramètres d'humidité. Pour le moment, ils sont un peu trop élevés. Donc, on travaille à essayer d'améliorer le taux d'humidité. Donc, on peut considérer qu'on a des bonnes conditions d'entreposage parce qu'on entrepose quand même dans des contenants scellés, des sacs de plastique. Mais bon, on constate que ce sont des très bonnes conditions quand même. On parle des semences ou des bulbes d'oignon, là, Richard, Jean-François? Ah, on parle des semences. Oui, effectivement. Ouais, on parle des semences, c'est bien, c'est bien. Et okay, ton taux d'humidité, c'est quoi? Il est variable, là. En fait, je pense qu'il est 50 degrés, là, 50 à 60. C'est très élevé, mais tout est dans des sacs de plastique. Hein? C'est un nouveau réfrigérateur. Oui, les dessicants, on en met beaucoup, nous aussi, là, dans chaque sac. Mais il faut améliorer notre processus, là, en fait, nos installations. Mais l'humidité, c'est en pourcentage, c'est pas en degrés Celsius, si? Non, ben en fait, les températures sont en Celsius, donc on parle de 5 à 6 degrés Celsius. Puis des taux d'humidité qui atteignent des fois 50%, 50, même 60%. D'accord. Mais chaque lot est quand même entreposé dans des contenants hermétiques. Ouais. So they have a cold storage, 5-6 degrees Celsius, humidity variable 50 to 60%. However, they know that it's too high, and so the seeds are in hermetic containers, like not a hermetic. How would you say that in English? They're in cans. Airtight. 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 Oh, airtight. Yeah. Yeah, that's good. So I usually figure 5 years. You can. Okay. I usually figure 5 years, but that would be breeder seed. Commercial, your growers, if they're transplanting, they can have lower germination, but if they're direct seeding, they need 90-95% germination. So there's a difference there as well.
the seed I sent you, some of it's from 2017, so it's already 5 years old this year. So I would plant half of it this year and half of it next year, just in case something happens with your seed production this year. Ouais. Il dit que les semences d'origine venaient de 2017, donc là on approche déjà 5 ans. Que lui, ce qu'il recommanderait, c'est que tu sèmes la moitié cette année, l'autre moitié l'année prochaine, au cas où il y a un petit problème avec la production de semences des oignons, des bulbes. Oui. Richard, tu as une main levée? Pardon? Tu as une main levée ou non? Non. OK. J'ai touché à ma souris qui Pas de souci. a atterri là par hasard. OK, on essaye de terminer en quelques minutes. Jean-François, dernière, tu as encore des diapos ici? Ben, il en reste 2, puis ça va aller très vite, en fait. Okay. Là, donc, la prochaine, compte tenu qu'on manque un peu de temps, mais de toute façon, c'était prévu un peu plus tard durant la saison. Les oignons déclassés, on va s'en servir justement pour faire les observations au niveau du goût, des trucs culinaires. Bref, c'est ce qui est prévu. Donc, on n'a pas grande information, mais on va procéder à ça sous peu. On va déterminer l'homogénéité des saveurs. On va essayer de déterminer s'il y a une variabilité au niveau de l'intensité. Puis c'est ça, ça va ressembler à ça. On pourra revenir éventuellement avec nos résultats. Est-ce qu'on pourrait déjà avoir des indications de Michael concernant justement saveur ou intensité? Okay. So taste and flavor is a big criteria for them. This is a picture from a culinary test from a previous year, so it has nothing to do with the population you sent. They were hoping to do these culinary tests this February with the disqualified onions, so that they wouldn't reduce their grade A onions. Any comments around taste, around how to assess taste, or what is the flavor profile? And here we have like culinary interest, but also the homogeneity of the flavor and the intensity. These are the what's written on the PowerPoint here. Well, these are going to be pungent onions, so they're going to be very strong cooking onions, not a salad onion. I think they'll be quite pungent. Flavor is very, very difficult to quantify. Everybody has a different expectation. And so personally, I can tell you, I can only taste 2 onions and then I can't taste anything anymore. So I can't help you much on that. To measure the pungency is very, very labor intensive and a lot of variation. So that I really can't comment. That's a very difficult one because everybody wants, some people want a sweet onion, some people want a pungent onion. Shallot, lots of times asexually propagated shallot is more uniform than a population. They're going to be pungent. And if you want a non-pungent onion, you can select for that, but it's difficult, a lot of work. So it's interesting, Michael, because you're saying that for you, was that a criteria in your breeding program to have to taste and test for flavor, or did you not bother with it? And would you recommend just not bothering with it? Because it is a lot of work. And, if there's not really a good method to do it, then maybe it's not worth doing. Right. What do you think? I can tell you that I think there's too much air involved in the measurements of flavor because everybody defines flavor differently. If you're looking for low pungency versus high pungency, that you can correlate that with the soluble solids, which is you can measure with refractometry, Brix, very easy. You just take a little bit of the onion juice and you can measure that.
And if you measure bricks, higher pungency, lower bricks, lower pungency. So that is something that is heritable and you can change. But overall intensity of flavor, sugars, very difficult to measure. Right. And you wouldn't even bother with that in your breeding program, huh? I don't Yeah. even bother. Would you? However, yeah. I recognize that some people are chefs and Yeah, people in the yeah. restaurant industry are very interested in that. But boy, it's too much air. Would you, and I would tend to agree with that. Do you would you calculate bricks on your onion populations, Michael? If you want low pungency, the only efficient way to select for low pungency is low bricks. Yeah. And that's relatively easy to do with a handheld refractometer. You can take 100 bulbs, not this year, but next year, take 100 bulbs with the lowest bricks, and you'll find that population will be lower pungency. It also might not store as well, but if they wanted to in the future develop a low pungency onion, that you can do that. So there's a correlation between bricks and storability? Yep. Oh, wow. High bricks, high pungency, long storage, and firm, hard onions. Okay. It's all very highly correlated. Donc, bon, lui, il explique qu'il trouve que tout ce qui est goût culinaire, il y a beaucoup de... il n'y a pas vraiment des bons indicateurs, puis c'est beaucoup les restaurateurs. Son expression, c'est qu'il y a beaucoup d'air, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... c'est pas très concret, c'est pas très méthodologique. Lui, si tu es vraiment motivé à faire de la sélection pour le goût, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que le pungency, le piquant de l'oignon est en corrélation avec le Brix, donc le sucre, qui est en corrélation et c'est une caractéristique héréditaire. Et le piquant, plus c'est piquant, plus le Brix est haut, plus l'entreposage est long et plus tes oignons sont durs. C'est pas le contraire quand le Brix est faible. C'est-à-dire, parce que quand le Brix est élevé, là, dans l'échelle, c'est que le taux de sucre est élevé, c'est tout ça? The higher the Brix is, the higher the higher the pungency, right? The lower the Brix, the sweeter it is, correct? Oui. Donc, pardon. Okay. Plus le Brix est élevé. Michael, the higher the Brix is, it's not more sweet, it's more pungent. Okay. The carbohydrate in onion is very little sucrose, right? And so when people talk about Brix, they often think of tomato, where the storage carbohydrate is sucrose. So higher Brix, higher sucrose, more sweet. In onion, the storage carbohydrate is a fructan, higher Brix, higher soluble solids. There is less water retained by the onion, and it concentrates down the solids, the carbohydrates, and the pungency. So Ugo, very important, when people say sweet onion, they're not talking about sugar, they're talking about less pungency that allows you to taste the fructans, which break down to fructose and sucrose. So it is just the opposite of tomato. Higher Brix in onion, more pungent, longer dormancy, longer storage. Ouais, en fait, il explique que le taux de Brix dans l'oignon va être renversé par rapport à celui de la tomate. Donc, dans la tomate, plus ton Brix est haut, plus c'est sucré. Dans l'oignon, plus
ton Brix est haut, moins c'est sucré parce que plus c'est piquant. Très intéressant. Very interesting. Yeah, so there are onions that don't accumulate fructans. They tend to accumulate more sucrose. And those are the super sweets that you can't store, the Vidalia onion, the Walla Walla onion. You have to sell them right away. And when you buy those onions, they're soft, very, very soft because they're water. But when the onion accumulates fructans, as it's mature, as it's setting a bulb, it's exporting water, concentrating down the sugars, the soluble solids, and the pungency, and that what gives a storage onion. And that's why the Vidalia onion, the Walla Walla sweet, these sweet onions have to be sold right away. They can't be stored very long because they're so soft and they break dormancy right away. So it is a little bit counterintuitive. Yeah. But if you select for low Brix, you will get a less pungent onion that will taste sweeter. It'll caramelize better when you cook with it, but the dormancy, you have to be very careful. The Right. storage ability will go down, Ouais. and you'll have to get it to market sooner. Je pense que ça, c'est vraiment un très bon constat. C'est que si on sélectionne pour des oignons sucrés, tu sélectionnes aussi pour des oignons qui s'entreposent moins bien. Oui, je comprends très Et puis, moi, ce que j'ai l'impression, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que te casse pas la tête, en fait, à faire des dégustations, etc. Parce que, de toute façon, tu ne vas pas conserver les bulbes que tu vas goûter, tu ne vas pas les conserver pour la semence. Et puis, tu n'as pas beaucoup de bulbes avec lesquels travailler de toute façon. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est juste attends un peu plus de temps pour ça, quand ta population sera plus grande. Bon, évidemment, tu peux toujours goûter, tu peux manger ceux qui ont été délaissés, mais Non, mais- bon, voilà, c'est ça. Mais Hugo, je veux dire, pour faire ça court, ce que Michael raconte, c'est très intéressant parce que au-delà de la sélection de nos populations pour le BRICS, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la sélection des populations ou des différentes variétés. Donc, si ça, je l'avais constaté chez l'oignon blanc, la conservation est très, pas bonne. On n'arrive pas à les conserver. Cependant, c'est des oignons qui sont reconnus comme étant très doux. T'sais. Donc, l'information, puis, pas lui confirmer que merci, on n'accordera pas trop de temps à faire cette sélection-là, mais ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension justement de ces facteurs-là selon les différentes variétés. C'est bien apprécié, en fait. Ouais, he's saying that he really appreciates that comment, Michael, because not only in the context of this selection project, but just in the context of seed production with onions in general, they've had trouble. They wanted to grow white onions that are sweeter, but they had problem with storage, and now they understand the relationship between these two elements. Yeah, so if you select for storage, you'll select for higher dry matter, higher soluble solids. Parfait. Dernière photo? Oui, brièvement, en fait, là, c'est notre lieu d'entreposage. On utilise des caisses là, pour la ventilation. C'est un peu les mêmes photos que tantôt. Il fait 5 degrés, 0.9 actuellement dans la chambre froide. On envisage dans les prochaines années de pouvoir stabiliser en fait les températures de cet espace-là en installant des équipements mécaniques, là, si on veut, de réfrigération. C'est passif pour le moment. Donc, c'est ça là. Puis oui, effectivement, c'est un des critères. On l'avait vu dès le départ. L'objectif, c'est le maintien des populations ou la conservation. C'est un des principaux critères. Ici, au Québec, les hivers sont longs. Donc, on se doit en fait de développer des lignées qui ont cette caractéristique-là. Alors, puis c'est bien d'avoir parlé justement du goût puis des éléments qui nous amènent à avoir des oignons de bonne conservation. Donc, on cherche des Brix élevés dans nos populations. C'est ça que j'ai compris. Fait que, un gros merci. On peut passer à la dernière, en fait, là, parce que
C'est notre prochaine étape. Je vais juste dire à Michael, it's 5.9 degrees Celsius storage of the bulbs. It's passive temperature management. They don't have yet all the equipment they need to control the temperature, but you know, given that it's minus 20 or minus 30 degrees outside, it's not too bad. Yeah, and the humidity is low, so it's okay. Right. It's okay. Yeah. I understand this condition, low humidity, not humidity about the spice. Les espèces, là, ça, on contrôle bien, en fait, c'est cette compréhension-là des besoins de conservation durant l'hiver. Yeah, they understand well with biannual crops the humidity, you know, percentage of humidity that's needed, etc. So they feel like they have the information they need for that. Yeah, yeah. Donc, ici, en fait, c'est à suivre. Donc, une sélection de deuxième année. Nous, on va poursuivre, en fait, la prochaine étape. J'espère, Hugo, que tu sauras nous rassembler à nouveau pour le suivi, en fait, de deuxième année. Ça va nous faire plaisir, en fait, là, de partager ces infos-là avec nos amis semenciers. Je suis content de voir l'intérêt qu'ils portent pour la production de semences d'oignons. C'est une production que nous, on affectionne beaucoup. Et puis, les infos qu'on a reçues aujourd'hui, les améliorations aussi qu'on va apporter dans notre programme de cueillette d'informations, les dates, tout ça. On a retenu des trucs. Je ne vous pas pour nous challenger là-dessus. On apprécie, on veut s'améliorer constamment. Et puis, on repart une production. Là, tu pourras dire à Michael, c'est sûr qu'on repart la production de ces semences pour une deuxième année. Donc, en essayant d'améliorer tout ça avec notre équipe fabuleuse. Yeah, he was just saying how valuable this exchange was. They're going to grow more seed this year. They're going to harvest also the seed. And they also are happy to see what kind of information they need to collect and make adjustments for their production. Je vais partager ici dans le chat l'itinéraire de production de Richard, qui a quand même fait un excellent travail de suivi de ces cultures. I'm sharing in attached a presentation from Richard, who really did some awesome data collection on on the evolution of his shallots coming to seed. Je vais donner l'occasion en fait, de faire un dernier commentaire pour Isaac, Marie-Claude et Richard. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette discussion? Puis je vais terminer avec Michael. Marie-Claude, à toi. Ah, OK. Allô? Ben, pour moi, ça m'a vraiment fasciné de comprendre la relation entre le degré, entre les glucides, la capacité de conservation, puis le goût. L'aspect plus biologique, finalement, du processus de conservation. Fait que, ça m'a fasciné. Isaac? Bon, en fait, toute la discussion est pas mal intéressante. Là, je veux dire, la sélection, quoi sélectionner, qu'est-ce qui était important de regarder, la relation BRICS aussi, là, vraiment, c'était vraiment, ça tombe bien, ça tombe très, très bien parce qu'on a, cette année, on a produit pour la première année un petit peu de semences d'oignons. Puis on continue encore, on en a dans notre pièce en conservation, puis on peut arriver à faire quelque chose de qualité. Fait que c'est vraiment. Merci pour l'invitation, Hugo. Cool. Et Richard? J'ai bien aimé la présentation de Jean-François, franchement. Je pense que vous faites beaucoup plus de travail que moi sur le côté de la sélection, puis c'était opéré presque par hasard et naturellement. J'ai bien aimé aussi la discussion sur la question de la conservation et de la relation avec le BRICS, effectivement, parce que le BRICS, finalement, ça ne mesure pas seulement le sucre, hein, ça mesure les solides qui sont dissous. Donc, effectivement, que moins que d'eau, plus ça se conserve longtemps. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir faire la présentation une autre tantôt. Pour mon itinéraire, parce que moi, je ne parle absolument pas de sélection.
et seulement que de la production de semences en tant que telle, parce que c'est un peu comme un chemin différent que j'ai pris. Ouais. Merci, merci Richard et pour ta flexibilité et l'ajustement par rapport à notre timing. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était, tu sais, Michael, quand il disait très héréditaire versus très non héréditaire. Sur quoi, qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on ne peut pas travailler, comment les traits sont corrélés les uns avec les autres. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Yeah, Michael, you know, I was just asking for people what they found interesting in this call, and they said the whole conversation was great, and the correlation between bricks and storage was very interesting for all of them. It was also at a great timing because everyone's growing onions and their bulbs are in storage right now. Yeah, Richard's presentation is really much more about the seed production side, so less about selection. So we were happy just to focus this call, and thank you for everyone for their flexibility. The time, it was supposed to be 1 hour and 15 minutes, and we lasted 2 hours, and people don't seem bored. So that's a great success. Commentaire, Hugo? Ouais. Moi, ça ne me déplaît pas les présentations plus longues. Je trouve qu'on peut aller plus en profondeur, puis d'avoir des invités justement de niveau plus recherche universitaire, puis de pouvoir expliquer finalement des phénomènes qu'en tant que producteur, on observe, mais vraiment d'avoir, c'est ça, je trouve que ça amène un autre niveau de profondeur. Ouais, vraiment, vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Chapeau aussi. Ouais. Merci de nous accorder ce temps-là parce que... Super travail Jean-François et Gabriel avec la présentation. Tu sais, je ne savais pas quoi m'attendre. Je me disais, bon, bah, ils vont faire des photos, tu sais, quoi, puis on va galérer un peu à regarder les photos une à une. Mais non, ça a été vraiment facile de suivre la présentation. Et Isaac rigole. Et dernier commentaire, Jean-François et Gabriel? Ben, écoute, peut-être que Gabriel a envie de dire de quoi. Là. Moi, j'ai parlé tout le temps. Ah non, ben en fait, j'abonde dans votre sens. Je nous sens choyés de pouvoir faire un post-mortem de la première année comme ça. Ouais. Ça vient vraiment nous enligner, puis je pense que ça nous motive aussi à poursuivre. Donc, moi, j'aurais juste envie de dire merci. Puis oui, si on peut continuer ces discussions-là, on est partant. Yeah, Michael, all the growers are saying how valuable it is to really do a deep dive, you know, and not have just like 10 minutes or 15-minute presentation, really to take our time to have these conversations. And so they were just very thankful, and they're hoping that, you know, at a later date, Jean-François and Gabriel can give a status of how they're progressing. And, you know, being honest about the challenges that they experience in the field, and how to adapt to these challenges. Yeah. Any last comments for you, Michael? No. All right. Well, thank you, everyone. Yeah. Merci à tout le monde. Et à la prochaine. Bye bye. Oui. Bye, merci. À la prochaine. Richard. Richard.